Mesdames et messieurs les dos, ça y est, nous arrivons à décembre 2023, ce qui veut dire que toutes les vidéos de fin d'année pleuvent chez absolument tous les youtubeurs, je pense, les FAQ, les tops, les flots, peut-être même des tier lists, des rétrospectives. Vous n'allez pas y manquer aussi sur la chaîne puisque c'est un petit peu également la tradition. Et forcément, nous allons revenir sur cette année MCU 2023. Qu'est-ce que vraiment ça nous a évoqué concernant Marvel? Je vais vous lister les projets que j'ai du moins préféré au plus préféré. Et je précise aussi que c'est un classement qui est entièrement basé sur mes préférences. Ça va pas être un classement objectif parce que le cinéma n'est pas fait pour être objectif. C'est très bien quand on fait des critiques d'avoir un petit peu le recul, etc. et de conseiller ou pas des films. Là, vu que c'est déjà sorti, vu que vous avez tous un avis sur chaque film, eh bien je vais quand même donner mon avis à moi totalement subjectif, même si bon, il y a certains projets, forcément, il n'y a pas vraiment la surprise qui va être créée. Alors globalement, avant de passer projet par projet, cette année 2023, ça a forcément été selon moi la pire concernant le cinéma. On a traversé pendant plusieurs mois une grève des acteurs, ensuite des scénaristes, ce qui a empêché les news de sortir, ce qui a empêché la hype d'être entretenue, même sur des projets auxquels on n'avait pas forcément d'attente, on dira. Mais c'est vrai qu'il n'y avait même pas d'acteurs pour faire des interviews, pour délivrer du mystère, pour délivrer des anecdotes durant les promos. Donc c'était assez particulier à vivre et je pense que là-dessus on est assez tous d'accord pour dire que globalement, en termes de hype en tout cas, cette année Marvel a été la pire ou en tout cas la moins attendue en fait. Et selon moi, ça va même au-delà de ça, c'est que ça a été peut-être l'année la plus déconstruite. Vous savez, généralement sur une année Marvel, les projets se suivent tous plus ou moins, on a des scènes post-crédit, on a directement nos réponses quasiment juste après, même si bon, il y a toujours des exceptions. Là, c'est vrai que on a eu tous des projets différents les uns des autres, que ce soit en termes déjà de fond, d'histoire, mais surtout aussi en termes de projet, puisqu'on a eu la moitié en film, la moitié en série. Cette année 2023, moi, c'est comme ça que je pourrais la résumer concernant Marvel, c'est que c'est une année témoin de tout ce qu'a fait Marvel depuis des années et surtout ce qu'ils n'ont pas fait. En fait, on a eu la conséquence de plein de choses, l'accélération des projets, des effets spéciaux beaucoup moins réussis qu'auparavant, des projets moins impactants, le côté événementiel qui a totalement quasiment disparu, je pense. Alors tout ça, vous le savez, vous avez suivi sur la chaîne, ça va être réglé, hein. Il y a eu plein de changements qui ont été prévus du côté de chez Disney par le PDG pour relancer la machine quelque part, puisque force est de constater que cette année 2023, il y a aussi deux des plus gros bids de Marvel, dont Ant-Man 3 et surtout The Marvels. Donc pour moi, si on a réussi à aimer, ou en tout cas à tolérer Marvel cette année, si on a réussi à certains moments à prendre du plaisir du côté de chez Marvel durant cette année 2023, je pense qu'on a traversé le pire. Vous savez, on dit toujours ne jamais dire jamais. Là, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment on peut pas faire pire du côté de chez Marvel en termes d'univers en tout cas. Du côté de la création de contenu, de mon côté, j'aurai l'occasion d'y revenir durant ma FAQ de fin d'année, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé en termes de théorie sur la chaîne. Il y a eu beaucoup moins de théories comparé à l'année d'avant où là on n'arrêtait pas. Par exemple, cette année, c'est vrai que je me suis pas autant creusé la tête, tout bonnement parce que j'avais pas envie. Oui, j'aurais pu faire du contenu pour faire du contenu, pour que ça fasse des vues, etc. Parce que je sais que ça vous plaît. En vrai, je vous ai toujours dit, quand il y a un truc qui me plaît pas, je le fais pas. Et même si ça a un impact négatif sur la chaîne, bah cette année, en théorie, c'était pas ouf quoi. Maintenant que tout ça est dit, passons au classement du pire au meilleur projet, ou en tout cas de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré durant cette année 2023. Et donc pour moi, le projet que j'ai le moins aimé de cette année, c'est Secret Invasion. Secret Invasion, on est revenu sur la chaîne de semaine en semaine aussi, et il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, beaucoup de choses qui allaient. J'ai apprécié le ton de Secret Invasion qui se rapprochait d'un ton beaucoup plus, on va dire, sérieux, comparable par exemple à The Falcon and the Winter Soldier. Donc on avait vraiment cette impression de revenir aux premières séries du MCU. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je fais un petit peu la rétrospective de tout ça, The Falcon and the Winter Soldier, au moment où c'est sorti, c'est pas une série que j'ai trouvé incroyable. C'est une série qui maintenant est dans mon top parce que depuis on a eu beaucoup de projets calamiteux, on dira. Et c'est vrai que elle a un petit peu été rehaussée par tout ça et elle fait partie des séries qui se prennent le plus au sérieux, où on avait en tout cas le moins de choses à redire, on dira, comparé à d'autres comme She-Hulk par exemple. Voilà, c'est toujours la référence. Mais Secret Invasion, c'est vrai que bon, déjà comparé aux comics, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Lisez le comics, hein, vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est un projet qui a envoyé vraiment du rêve de base et que c'est un projet qui a été du coup totalement gâché si on aime le comics, parce qu'ils vont certainement pas refaire un Secret Invasion en film ou en série. Et surtout
surtout, c'est une série finalement où il y a beaucoup de facilité d'écriture et où il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup d'épisodes de Secret Invasion qui auraient pu disparaître, un petit peu comme The Mandalorian, un petit peu même comme certains disent par rapport à Loki. C'est Disney en ce moment, t'as l'impression qu'ils essaient de gratter du temps de diffusion sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, et surtout Secret Invasion c'était une série qui aurait mérité beaucoup plus de rebondissements. Alors pas besoin de le préciser, mais ici on va être en mode full spoiler pour la totalité des projets de 2023, bon sauf What If qui est pas encore sorti, mais par exemple le fait de te dire que c'est Rose le Scrub depuis le départ, sans déconner, c'est un truc qu'on avait vu venir mais depuis 5 ans quoi. Au final il n'y a pas eu plus de rebondissements que ça, et même ça c'est flou, tu vois, il a un scroll depuis quand exactement, comment est-ce qu'il justifie tout ça, on n'a pas les réponses aux choses importantes qui se sont passées dans la série. Sans parler non plus de la continuité, Nick Fury, c'est vrai que par exemple, on sait pas vraiment quand est-ce que tout ça se passe, on te présente un Nick Fury totalement barbu, en mode SDF, qui a vraiment pris cher, qui arrive pas à se remettre du blip de Thanos, d'avoir perdu certains des Avengers, pour au final le retrouver dans The Marvels à faire des vannes, tu vois. Donc là aussi en termes de continuité, il y a eu un réel souci, je sais pas si c'est la faute de The Marvels, de Secret Invasion, etc. Mais en termes de développement de personnages, bon, c'est assez moyen. Et par-dessus tout ça, je vais pas vous le cacher, je crois que j'en avais déjà parlé dans ma critique, mais Emilia Clarke en mode Super Skrull, c'était selon moi la pire bêtise que l'on pouvait faire dans une série ou même dans n'importe quel projet Marvel. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Rappelez-vous, on a eu Captain Marvel qui a été vendu entre Infinity War et Endgame comme étant le personnage le plus puissant du MCU à ce moment-là en tout cas. Et on s'est très vite rendu compte dans Endgame qu'en fait elle était tellement puissante qu'on pouvait pas la mettre face à Thanos. Parce que sinon, comme l'a montré la scène où elle fait un tête-à-tête avec Thanos et où elle arrive à rivaliser en fait, elle aurait tout déglingué en 20 minutes de film. Donc ce qui s'est passé, c'est que Captain Marvel, elle n'est pas si présente que ça dans Endgame, qui a causé d'ailleurs quelques déceptions. Donc là, te mettre une Emilia Clarke, qui en plus arrive à te choper tous les pouvoirs des Avengers, et même plus, de quasiment tous les êtres puissants du MCU depuis le début, en 2 secondes, donc ce qui fait d'elle la personnage la plus puissante du MCU à ce jour, c'est aussi la pire des bêtises, parce que ce personnage, tu ne peux pas le mettre en fait. Tu ne peux pas continuer avec ce personnage, il est beaucoup trop cheaté, ou alors faut trouver juste une excuse, tu sais, en mode, finalement les pouvoirs qu'elle s'est injectés, ça a pas duré, c'était temporaire, ou le personnage est mort, ou j'en sais rien, mais il faut absolument pas la remettre, parce que le problème c'est que s'ils la remettent, elle va forcément être nerfée, et ça n'aura plus aucun sens. En avant-dernière position, le projet que j'ai le moins préféré, donc le top 4 de ce top, c'est The Marvels. Alors The Marvels, objectivement parlant, c'est là où il y a une différence. C'est dans ma critique que je vous disais que c'était un meilleur film que Ant-Man 3, car mieux écrit, mieux ficelé, voilà, pas de publicité mensongère, rien de trompeur, un film qui assume ce qu'il est, si on peut dire. Et au final, tu vois là, ça fait 3 semaines que le film est sorti au moment où je tourne cette vidéo, je m'en rappelle absolument pas. C'est un film, comme je vous l'ai dit, qui est ultra générique, qui ressemble beaucoup, et ça on a tendance à l'oublier comme je vous l'avais dit, à certains premiers films du MCU comme Thor 2, comme Iron Man 2 par exemple, où on avait des méchants totalement oubliables, mal développés. Alors c'est vrai qu'Iron Man 2 avait cet avantage avec Whiplash, d'avoir physiquement un méchant qui en jette, et je t'en rappelle surtout pour ça, Malekith aussi peut-être dans Thor 2, voilà, qui avait un aspect graphique assez intéressant si je puis dire. Mais à côté de ça, ça reste les mêmes méchants, on s'en fout totalement, ils n'ont aucun impact. Là, qui plus est, c'était un film malade qui a été tourné pendant le Covid, qui a été charcuté au montage pour 300 millions de budget. Bref, il n'y avait aucune hype, et en plus, c'est le seul film Marvel qui est sorti durant la grève des scénaristes et des acteurs, ce qui fait que, en fait, la promo a été inexistante. Ils ont tout misé sur les chats, et ça a été leur plus grosse erreur. Ça a été leur plus grosse erreur de tourner le film encore plus comique que ce qu'il n'était, et au final les fans se sont pour beaucoup même pas déplacés en salle quoi. Le grand public quant à eux, ils en avaient rien à foutre, parce que sur l'affiche t'as Captain Marvel que t'as pas vu depuis 800 projets, ou qui a fait juste quelques apparitions anecdotiques par-ci par-là, t'as Miss Marvel qui est une série Disney+, et t'as Monica Rambeau qui est un personnage secondaire dans une série Disney+. Donc autant vous dire qu'il y avait rien qui allait, et tout le monde le savait que ça allait bider. C'est encore à ce jour le pire film Marvel en termes de box-office, ça a été un flop monumental. Et même si à côté, il se défend, voilà, The Marvels, c'est un film qui en termes d'effets spéciaux
il y a 10 fois plus dégueu qui est sorti. C'est un film qui n'a pas vraiment menti sur ce qu'il était, c'est-à-dire un film familial sans grands enjeux, où tu vas suivre juste des personnages dans leur aventure. Ça va pas miser sur le multivers, même si bon, ils ont beaucoup joué aussi sur la scène post-crédit, ce qui va nous rappeler aussi Black Adam. Si Black Adam, bon, c'était 10 fois plus exagéré, on est bien d'accord. T'as Dwayne Johnson qui disait en interview une semaine avant la sortie du film que limite Superman était de retour en scène post-crédit, ce qui te poussait à aller voir Black Adam au final, et même ça a eu des retours assez mitigés sur le box-office, mine de rien. Là, The Marvels, bon, ils ont quand même essayé de mettre la post-crédit en avant. Il y a une partie de la scène qui est notamment dans le dernier trailer, voilà, et c'est vrai que la scène post-crédit est assez intéressante, mais encore une fois, il faut le préciser, il ne faut pas attendre un film pour sa scène post-crédit. J'en ai vu beaucoup ne parler que de ça. On s'en fout de la scène post-crédit. La scène post-crédit, c'est du bonus. C'est tant mieux que ce soit là, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Sam Raimi l'avait d'ailleurs très bien compris en trollant tous les fans à la fin de Doctor Strange 2 avec Bruce Campbell qui fait un caméo directement à la caméra en disant « Ah ben voilà, c'est déjà fini, vous avez attendu ici pour rien, etc. » En top 3 des films que j'ai préférés, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania. Alors là encore, hein, je sais que j'ai un avis totalement divergent de la plupart. Je sais que beaucoup le considèrent comme étant un des pires films du MCU. Pour ma part, je vous laisse aller voir, hein, j'ai fait une critique plus une autre vidéo derrière où je vous explique pourquoi est-ce que selon moi c'est injuste que ce film se prenne autant de haine en fait. Mais en fait Ant-Man 3, je l'ai souvent dit, mais c'est un film que j'ai toujours attendu comme un film Ant-Man. Même si les trailers étaient assez incroyables, faut quand même le dire, même s'il y avait Kang le Conquérant, même si il y avait une certaine hype par rapport à cette première apparition, qu'on pouvait très vite se dire que Ant-Man 3 allait être le début de tout l'arc Kang et que ça allait être incroyable, moi il y avait marqué Ant-Man sur l'affiche. Et j'ai eu trop du mal à le voir autrement que juste comme un film Ant-Man. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que les films Ant-Man, c'est des films que j'ai plutôt bien appréciés. Bon, le premier, je l'ai pas mal apprécié, le second, un petit peu moins. Mais en fait, c'est juste des films rigolos, c'est comme ça que je les ai pris. Et quand Ant-Man 3 est sorti, quand je suis allé le voir, j'en attendais pas plus qu'un film rigolo avec en bonus la première apparition de Kang, qui oui, meurt comme un caca, mais ça m'a tellement pas surpris dans un film Ant-Man, quoi, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Et encore une fois, pour moi, de base, c'était quelque chose qui servait justement l'arc du personnage. Tout le but étant de te montrer un Kang qui monte en pouvoir. Parce que si on te met Kang full puissant dès le premier projet où il apparaît, tu vois, comment tu fais ensuite pour monter les enjeux? Si t'as de suite un Kang ultra puissant dans Ant-Man 3, il faut forcément faire intervenir tous les Avengers si tu veux l'égaler en fait, au moins. Là c'était un film Ant-Man, en plus de wow, c'est un peu le personnage, enfin un des personnages les moins puissants du MCU, face à Kang. On se posait tous la question avant de voir le film, mais attends, mais comment est-ce qu'il va rivaliser? En fait c'est comme ça qu'il a rivalisé, c'est-à-dire que Kang a été nerf, ou en tout cas ce variant de Kang a été nerf, voilà. Alors oui, c'est un film qui jouit de pas mal de facilité aussi, mais à côté de ça, encore une fois, ça m'a pas surpris, c'est un film Ant-Man, quoi. En termes d'effets spéciaux, je suis vraiment pas d'accord aussi avec la plupart des gens, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas un film qui est moche. Alors, MODOK, oui, MODOK c'est clairement raté, et je pense que l'intention artistique qui a été donnée à MODOK de lui faire une grosse tête drôle y a joué pour beaucoup aussi dans notre appréciation du personnage. C'est dégueulasse, mais ça aurait été beaucoup moins dégueulasse si le personnage avait eu un look beaucoup plus dramatique avec des cicatrices, un visage moche, etc. C'est vrai que là, lui donner un aspect comique physiquement, bon, ça fait un effet cartoon qui allait pas du tout dans le film. Mais à côté de ça, cet aspect moche, en fait, on l'a surtout par rapport à l'aspect artificiel de la zone quantique, je trouve. Et c'est pas une zone que je trouve si moche que ça. Alors oui, c'est pas Avatar, hein, clairement, c'est pas incroyable visuellement, mais je trouve pas pour autant que ce soit moche non plus. Alors mon avis est peut-être biaisé par rapport à toute la direction artistique qui est à côté, je trouve incroyable. Ils ont réussi à créer la zone quantique avec des créatures dedans, avec tout un monde que j'ai vraiment adoré pour le coup. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ça. Et selon moi, c'est un film ultra créatif. La fin du film est totalement désastreuse, avec le portail qui s'ouvre, Kang qui est évaporé comme ça dans la nature, si on peut dire. Mais à côté de ça, je sais pas, c'est un film qui selon moi a un petit quelque chose. Et quand je fais le constat avec du recul, finalement, je me rappelle beaucoup plus de Ant-Man 3 que de Marvels, quoi. The Marvels, comme j'ai dit dans ma critique, c'était une parenthèse divertissante, mais c'était tellement oubliable. Ant-Man 3, on s'en rappelle un petit peu. Et en positif, moi je trouve qu'il y a certaines scènes d'Ant-Man 3 dont je me rappelle qui étaient assez intéressantes. Et même les costumes d'Ant-Man 3, je les trouve vraiment super beaux. Contrairement à The Marvels où j'ai vraiment pas accroché. Alors on est toujours dans l'abus d'Ant-Man 3 de
de pas te mettre le casque en fait et que tous les personnages puissent respirer comme ça dans la zone quantique sans casque, sans rien, sans explication. Et ça, c'est aussi le monde du comics en fait. Le monde des comics, c'est un truc de base qui est encore plus pété que le monde de la science-fiction où on te montre des gens qui arrivent à respirer sur d'autres planètes sans casque et tout. Le monde des comics, c'est concrètement des personnages qui sont morts, tu les revois 2 projets après, tu sais pas comment quoi, tu vois, c'est voilà. Le problème c'est qu'en film forcément ça pose beaucoup plus de soucis parce que c'est beaucoup plus palpable. L'aspect cinéma ayant pour but de te rapprocher un peu plus de la réalité que des pages de comics. Donc forcément, il y a un fossé qui se crée par rapport à ça. Ça dérange un peu plus qu'il y ait des facilités. Mais bref, pour moi, Ant-Man, toujours encore des mois après, c'est un film qui ne mérite peut-être pas autant de haine, quoi. C'est un film qui est pas ouf, oui. C'est pas non plus horrible selon moi, il y a eu 10 fois pire. En top 2, là on commence à rentrer dans les très bons projets, je vais mettre les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors pour le coup, c'est là où on dit que, vous savez, il y en a certains qui disent oui, Marvel c'est que de la hype et tout. Les Gardiens 3, c'est vraiment pas un film qui me hypait. À tel point que j'ai eu la chance d'être invité par Disney à Disneyland, etc., de vivre une journée incroyable, de voir certains des acteurs, de voir James Gunn sur place, et j'étais presque assez dégoûté dans cette chance incroyable. Mais de me dire, putain, c'est fou parce que je vais voir un film en avant-première Marvel, chose qui est très rare. C'est d'ailleurs la première fois que j'allais à Paris pour voir une avant-première Marvel, c'est pour vous dire, parce qu'il y avait tout le côté Disney, etc. Mais sinon, moi, j'habite pas à Paris et c'est pas ultra rentable de me déplacer toute une journée, de dormir là-bas, etc. juste pour voir un film 2 jours avant tout le monde. Et c'est vrai que j'avais presque ce truc de me dire putain c'est dommage que je sois invité pour les Gardiens de 3 qui était un film qui me hypait pas du tout quoi. Voilà, les Gardiens de la Galaxie, autant j'ai bien aimé le premier, mais après c'est vraiment pas une équipe que j'affectionnais particulièrement. Le 2 je l'ai apprécié très moyennement et les apparitions des Gardiens dans les autres films comme Infinity War, c'est pas les trucs dont je me rappelle le plus à chaque fois dans les films. Vraiment c'est pas des personnages auxquels j'ai une attache particulière. Donc au final je suis arrivé dans la salle pas du tout hypé et j'en suis sorti mais plein d'étoiles dans les yeux. Je me rappelle même, c'était un truc de fou parce que c'était un moment où on sortait, vous savez, de toute la vibe She-Hulk, Thor 4, où tout le monde disait encore une fois que Marvel était finito, qu'on n'arriverait plus à kiffer, etc. Et j'ai vraiment mis 1 heure à tweeter mon tweet de réaction au film parce que vu que j'ai vu le film en avant-première, personne ne l'avait encore vu. Donc je pesais vachement mes mots. Et puis je me disais aussi, est-ce que cette journée à Disney a influencé mon jugement? Est-ce que Disney a réussi son pari en m'invitant, m'a fait tourner la tête dans les attractions et au final j'ai apprécié le film parce que j'étais fatigué ou parce que j'avais des paillettes dans les yeux, je sais pas trop quoi. Donc j'ai vraiment pris du recul, j'avais peur vraiment à la sortie de film de me dire que j'étais passé totalement à côté et qu'au fait c'était un film de merde. Au final non, j'étais ravi de voir que la plupart des fans avaient énormément apprécié ce projet et au final ça a été une super bonne surprise. Une bonne fin en Gardiens de la Galaxie, un film touchant, au ton sérieux, donc une chose qu'on demandait depuis très longtemps, très paradoxalement au ton finalement des Gardiens de la Galaxie, qui est radicalement le film pour son premier opus, qui a changé tout le ton du MCU ensuite, parce que Kevin Feige a vu que la formule humoristique plaisait énormément sur les Gardiens 1, et donc c'est une chose qui s'est répétée, mais de manière très maladroite, la plupart du temps en tout cas, sur les autres projets du MCU. Là, je pense que vous l'avez tous remarqué, il y a eu un avant-Gardien et un après-Gardien en termes de ton chez Marvel. Aujourd'hui encore, il y a certains plans qui me restent en tête, certaines histoires, c'est des personnages que j'ai énormément appréciés et j'espère qu'on ne les reverra plus parce qu'ils ont l'air quand même de teaser sur une nouvelle équipe des Gardiens ou même sur un retour de Star-Lord. Pour moi, ça y est, c'est fini. Et puis en plus de ça, James Gunn, il est en contrat d'exclusivité maintenant chez Warner, qui veut dire que s'il y a une équipe des Gardiens qui revient, ça sera pas James Gunn, quoi. Donc ça sera franchement différent. Puis si ça fonctionnait autant en plus, c'est parce que tous les comédiens étaient très potes avec Gunn, il y avait une très bonne ambiance sur le plateau. Là, je vois mal comment ça pourrait être le cas. En top 1, évidemment, vous l'avez tous deviné, c'est Loki saison 2. Loki saison 2, c'est pareil. J'étais vraiment pas épais. Je vais commencer à me dire que tous les projets qui me hype sont ceux qui vont être totalement éclatés au cinéma ou ceux que je vais le moins apprécier en tout cas. Mais Loki saison 2, c'est vrai qu'en fait, il est arrivé en dernier. Il est arrivé après plein de déceptions concernant Marvel, que ce soit en termes de sorties ciné, séries ou même de news en général, plein de déceptions. Et je me suis dit, avant que Loki saison 2 n'arrive, ils vont la foirer, tu vois. En plus, il y a eu un changement de réal entre temps, etc. Loki saison 1, c'était pour moi le top 2 série MCU, que j'avais mis WandaVision au-dessus. Coup de cœur, même si les deux se valent entièrement selon moi. Et là, Loki saison 2 arrive et je me prends littéralement une claque en mode, mais putain, mais voilà, c'est ça. C'était un rappel de ce que le MCU était, Loki saison 2. Et donc, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il se passe plein de choses. Même les épisodes qui sont un peu trop lents par instant, mais je trouve qu'ils sont assez intimistes et développent le côté de Loki, notamment le fait qu'il
qu'il a peur d'être seul notamment, qu'il a peur de redevenir ce qu'il était auparavant quand il était méchant, etc. Donc j'ai adoré cette série au point même où je peux vous le dire dans cette vidéo, même si c'est compliqué de comparer, mais à ce jour, je vais mettre Loki comme étant la meilleure série du MCU. C'est pas forcément très juste parce que de base c'est WandaVision que j'ai mis en top 1 et WandaVision on a eu droit qu'à une seule saison comparé à Loki qui a 2 saisons. Donc forcément que tu peux plus développer tes persos, faire monter les enjeux. Victor Timely qui est selon moi un personnage ultra intéressant et au moment où je tourne on n'a toujours pas la réponse concernant Jonathan Majors, mais j'espère vraiment qu'il va rester dans le rôle de Kang parce que c'est un acteur que j'adore déjà de base, mais surtout je trouve qu'il joue extrêmement bien. Tous les variantes de Kang qu'on a eu jusque là étaient vraiment selon moi mémorables. En termes d'arc de personnage en plus de ça, mais c'est tellement beau ce qu'ils ont fait de Loki en termes d'écriture, la boucle est bouclée quelque part avec des réponses à certains dialogues qu'il avait dit dans le premier Thor lors de sa première apparition il y a maintenant des années. Bref, c'est vraiment un projet que j'ai énormément apprécié. Donc oui, pour moi c'était compliqué de ne pas le mettre en mode top 1. Concernant la suite, en 2024. Parce que vous êtes au courant, en 2024, il n'y a qu'un seul film qui sort au cinéma, c'est Deadpool 3. Il y aura d'autres séries qui sortiront en parallèle sur Disney+, mais voilà, le plus gros événement, ça reste quand même Deadpool 3, qui est un film que j'attends depuis tellement longtemps. Je faisais déjà des vidéos dessus au moment où ça bidait encore en termes de vues, etc. Maintenant, je suis content parce que les gens commencent à y trouver un intérêt envers Deadpool 3, surtout depuis qu'on a vraiment officialisé le côté multivers du film et le côté surtout ancré dans la chronologie du MCU et dans la suite des événements de Secret Wars, etc. Et je vais pas vous le cacher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 2024, c'est pas du tout une année qui me fait peur concernant Marvel, bien au contraire. On s'est tapé 2 années un peu pourries là concernant le MCU, il y a eu plein de projets qui sortaient, on a vu le résultat. Donc là, Disney, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le contre-pied. On n'a plus qu'un seul film qui sort au cinéma en 2024. Et donc selon moi, il n'y a que des bonnes vibes par rapport à ça. Parce que déjà, ça veut dire que vu que tu n'as qu'un seul film, ils vont mettre à fond l'accent sur la promo. En plus, c'est un film qui est en coproduction avec la société de Ryan Reynolds. Et on le sait, sur les précédents Deadpool, en termes de promo, ils avaient fait vraiment fort avec Ryan Reynolds. Il y a eu du Céline Dion, enfin il y a eu des masterclass qui se sont faites en termes de promo. Donc là, si vous voulez, comme attente, j'ai vraiment cette impression que Disney va vraiment réussir à nous hyper concernant Deadpool 3. Je pense qu'on va ramper de hype face au fait de voir ce film. On va plus en pouvoir et il y aura un stade où on va chercher n'importe quel indice pour théoriser, etc. D'autant plus que c'est un film qui, selon les rumeurs, est porteur autour du multivers. Enfin, c'est officiel, il y a Hugh Jackman, mais on parle de beaucoup d'X-Men, de retour notamment, etc. Donc il y aura peut-être même des rumeurs autour de certains caméos, etc. Et je pense que là où Doctor Strange 2 a échoué, c'est-à-dire surtout tout le côté multivers, où beaucoup ont été déçus du traitement de celui-ci avec peu de caméos, peu de voyages dans d'autres réalités, etc. Je pense que Deadpool 3, c'est un film qui va profiter au contraire de tout ça et qu'on va avoir énormément de personnages qui vont faire des apparitions et qu'on va visiter énormément d'endroits différents qui seront intéressants sur lesquels théoriser. Enfin, les premières bandes annonces vont sortir, les gars, ça va être incroyable. Je pense que ça va être à partir de Deadpool 3 où vraiment on va recommencer à être en mode hype analyse. Voilà, on va commencer à analyser des tapisseries. Est-ce qu'il y a Mephisto comme on avait fait dans WandaVision? C'était assez fou. Donc cette année 2024, je suis très confiant, que ce soit en termes de contenu sur YouTube, que ce soit en termes de hype Marvel, que ce soit en termes de qualité, même aussi, puisqu'il y a eu certaines dispositions prises. L'année 2024, elle va notamment commencer avec Echo, qui sera la première série TVMA, donc déconseillée aux moins de 17 ans aux États-Unis, mais aussi sous le label Spotlight. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça va jouer pour le reste du MCU. Donc voilà, je pense que 2024 sera beaucoup mieux que 2023, qui, comme vous l'avez vu, est assez en demi-teinte. Il n'y a pas eu, selon moi, de projet exceptionnel. Loki saison 2 était vraiment très bien. De là à dire que c'était masterclass, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est vous votre top parmi tout ce que je vous ai cité. Quels sont les projets qui vous ont pas du tout plu, ceux au contraire que vous avez adoré. J'aimerais bien voir s'il y a quelqu'un qui met par exemple un de Marvels en top 1, ça serait intéressant, dites-moi pourquoi. Le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. Et puis il y a la même vidéo qui va sortir concernant DC, ça va être un peu plus rapide, il y a eu moins de projets. Des bisous les dos.